On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on fait le bilan de la saison touristique dans la Montérégie avec la directrice générale de Tourisme Montérégie, Josée Julien. Mais d'abord, il a remporté l'investiture du Parti libéral du Canada dans Saint-Jean. C'est l'ex-conseiller municipal, l'ex-maire et l'ex-député de Saint-Jean à Québec, c'est Jean Rioux. Il est maintenant le candidat officiel des libéraux fédéraux dans Saint-Jean. Mercredi, le 15 octobre dernier, se tenait à l'hôtel Relais-Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu l'Assemblée d'investiture du Parti libéral du Canada dans le comté de Saint-Jean. Deux candidats s'affrontaient, Julie Labrec et Jean Rioux. Jean Rioux l'a emporté. Il est avec nous. Bonsoir et félicitations. Merci beaucoup. Premièrement, il y avait combien de monde qui ont assisté à cette investiture? Plus ou moins 1000 personnes qui ont assisté. Parce que les gens sont venus au discours du début et il y en a qui étaient à 19 h, puis le vote a commencé à plus ou moins à 20 h, puis il y a des gens qui ne pouvaient pas venir pour les discours, mais finalement qui sont venus voter par la suite. Donc, on évalue qu'il y a eu plus ou moins 1000 personnes. C'est quand même beaucoup de monde. De nos jours, on dit souvent que la politique n'intéresse plus beaucoup les gens. Visiblement, rassembler 1000 personnes dans un lieu public pour un parti politique, c'est quand même un exploit en soi. Je pense que oui, pour la région, c'est ce qu'on me disait. La journaliste du Canada français me disait que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une rencontre politique ou sinon pour une investiture. Je sais qu'à l'époque où j'étais député au provincial, on avait fait un brunch à 1000 personnes. Sauf que là, il y a un intérêt d'aller manger. Puis c'est peu. Les gens viennent à cette occasion-là. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti libéral du Canada a maintenant 1700 membres dans le comté de Saint-Jean. Donc, je pense que c'est un mouvement de changement là, qui est commencé. Il y en avait combien avant l'investiture? Plus ou moins 300. Donc, on est passé de 300 à 1700. Exact. Donc, ça veut dire que vous-même et votre adversaire, Julie Labrec, avez contribué, bien sûr, à augmenter le membership. À augmenter le membership, là, à raviver les troupes, là, carrément. Là. Effectivement. Puis je pense que les gens sont prêts. Ça fait 21 ans qu'on est dans l'opposition dans le comté de Saint-Jean et les gens veulent participer maintenant au pouvoir. Là. Je pense que c'est très manifeste dans le comté de Saint-Jean. Bon, est-ce que les chiffres, est-ce que le score final a été publié ou pas? Non, il n'a pas été publié. C'était une entente qu'il y avait entre les deux partis, qu'on annoncerait le vainqueur, mais qu'on ne donnerait pas les résultats. OK. Bon, mais ça se fait occasionnellement, là. C'est pas nouveau. Là. Non. C'est une entente. Je pense qu'après, parce que ce que je disais... Vous ne voulez pas avoir un genre 51-49 ou 80-20, parce que ça donne des perceptions diverses, là, c'est ça? Oui, on veut vivre ensemble par la suite, parce que, je disais, une convention, je pense que j'ai trouvé ça plus difficile qu'une campagne électorale. À ce point-là? Oui, parce que ça se passe dans la même famille. Ouais. Donc, on rencontre des gens, finalement, qui croient aux mêmes valeurs, mais qu'on leur demande, finalement, de prendre position pour parce qu'on était deux, pour un des deux candidats. Donc, ça a été, j'ai trouvé ça plus difficile. Parce qu'en campagne électorale, on oppose des idées. Et là, c'est davantage des personnalités qui s'affrontent que des idées. Vous avez quand même investi beaucoup de temps dans cette investiture. Certains diront, ça, c'est juste pour être le candidat, là. C'est pas pour être le député, là. Ça, c'est juste pour être candidat d'un parti. Oui. C'est beaucoup d'heures d'investissement. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, moi, je le voyais comme la préparation de la campagne électorale. Donc, ça m'a permis de rencontrer les gens. Déjà, j'ai des dossiers que les gens m'ont demandé de piloter. Donc, ça, c'est une chose. Mais d'organiser aussi la machine électorale. Présentement, j'ai divisé le comté en 13 sections. J'ai 13 organisateurs très dynamiques. J'ai 10 comités qui sont prêts, en commençant par stratégie, finance, jusqu'au comité des poseurs de pancartes. Donc, on a une machine là, qui est prête, qui baigne dans l'huile, qui est déjà prête pour une campagne électorale. Demain, la campagne, à part le financement, là, on peut dire qu'on est prêt pour la campagne électorale au niveau de l'organisation. Visiblement, et là, on le verra, est-ce qu'on aura des élections au printemps ou peut-être finalement à la date ultime, le 19 octobre 2015, on verra ce que le premier ministre Harper va en décider. Clairement, au Québec, le Parti conservateur est un peu absent, mis à part là, dans la région de Québec là, et un petit peu plus au sud. Donc, au Québec, on s'attend beaucoup à une lutte entre le NPD, évidemment, qui possède déjà plus de 50 comtés au Québec, notamment ici, quoique le député local ici ne se représente pas. Donc, mais visiblement, ça va être une lutte NPD-Parti libéral. En même temps, les différences entre le Parti libéral et le NPD, là, c'est quoi?
Pour le bon peuple, là, c'est quoi la différence entre les libéraux de Justin Trudeau et le NPD de Thomas Mulcair? Bon, je pense que, première chose, si on y va rapidement droite-gauche, je pense que le Parti libéral du Canada, c'est un parti de centre, tandis que est bien connu, le NPD est lié avec les syndicats, c'est davantage un parti qui est de gauche. Ça, je pense que c'est une chose. Et il y a deux valeurs fondamentales qui guident le Parti libéral, les libertés individuelles ainsi que la solidarité sociale. Et aussi orienté, je pense, vers des mesures qui sont réalistes. En même temps, le NPD est dirigé par un ancien ministre libéral provincial avec qui vous avez probablement déjà siégé. Oui, effectivement, et que je connais très bien. Donc, l'idéologie n'est quand même pas très, très loin l'un de l'autre, là. Oui et non. Il faut comprendre que M. Mulcair n'est pas resté comme ministre parce qu'effectivement, quelque part, je pense que quelqu'un, à un moment donné, qui a des idées qui sont, à un moment donné, quand il joue entre le blanc et le noir, il y a de la misère, finalement, à jouer avec le gris. Et c'est ce que je retiens, moi. Dans le dossier, je prends de Harford, là, sa position qu'il a prise, et je pense que ça a été, pour moi, c'était de la démagogie, le dossier de Harford. Quand on regardait l'ensemble, le gouvernement achetait 3 fois plus grand d'espace, et quand on parlait de la zone de développement, c'était à peu près un épingle dans le parc du mont Harford, parce que c'était pas juste le mont, c'était l'ensemble du parc dont on parlait. Et déjà, ces régions-là avaient été dynamitées. Si ce dossier-là avait avancé, et je pense que s'il avait été plus réaliste, M. Mulcair, aujourd'hui, on parlait à l'époque de création de 3 500 emplois dans cette région-là. Il y a toujours un momentum dans des dossiers que quand ça passe, on les manque, bien, ils ne reviennent plus. Là, on est en octobre 2014. Techniquement, vous êtes pratiquement le seul candidat déclaré et officiel dans le comté, parce que du côté du NPD, le député sortant, M. Bremy, ne se représente pas. Il y a Hans Marotte qui est le candidat à l'investiture. Je ne sais pas s'il est d'opposition. Du côté du Bloc québécois, le Bloc connaît certaines difficultés. On parle entre autres de la candidature possible de Denis Urtubise dans le comté. Le Parti conservateur, on n'en entend même pas parler, en tout cas pas à ce jour, pas jusqu'à mes oreilles. Vous avez dit, quand on s'est vu il y a quelques semaines, que pour vous, c'était comme une continuité un peu logique, c'est-à-dire conseiller municipal, maire, député provincial, puis là, cette fois, vous briguez la députation fédérale. En quoi, pour vous, vous sentez que vous pouvez faire encore une différence politiquement pour le comté, mais cette fois sur la scène fédérale? Bon, première des choses, je pense qu'un des grands atouts, et ça, je l'ai entendu, là, et même maintes fois, les gens disaient « enfin, on en a un qu'on connaît ». Donc, les gens me connaissent, mais aussi l'inverse. Je connais le comté, je connais les problématiques, je pense, dans l'ensemble des domaines. Et ce que je propose aussi aux gens, en étant, comme vous le dites, le premier candidat désigné, je vais avoir le temps de rencontrer les gens. Je me suis engagé auprès des conseils municipaux, auprès des membres, de rencontrer les divers conseils municipaux et aussi d'aller voir les organismes parce que j'ai identifié 9 institutions fédérales sur le territoire. Dès la semaine prochaine, j'en rencontre une des institutions fédérales. Donc, je veux avoir la dynamique de ce comté-là, de bien la connaître et être capable de défendre. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 21 ans qu'on est dans l'opposition et si on regarde les sondages, l'alternative pour former le prochain gouvernement, c'est clair, c'est le gouvernement de M. Justin Trudeau. Vous avez dit tantôt que Tom Mulcair a parfois de la difficulté à jouer dans le gris, un peu dans les nuances. Votre chef a été un peu, je dirais pas malmené, peut-être un peu mal perçu dans les derniers jours, notamment à Tout le monde en parle. Certains ont critiqué un peu sa performance. Certains disent, bon, on comprend que le Parti libéral ne veut pas dévoiler sa plateforme tout de suite, mais souvent les gens disent, bon, il est beau, il est gentil, tout ça, mais en même temps, certains trouvent qu'il manque de substance ou qu'il y a de la difficulté à clarifier sa vision et ses idées. Sentez-vous le besoin de défendre un peu votre chef qui, depuis quelques semaines, disons, est un peu malmené sur la scène publique? Moi, je vais vous dire le contexte avec les gens. Les gens ont l'impression que c'est un chef qui n'a pas la langue de bois, donc qui donne ses idées. Et je pense que dans le cas qu'on a avec la décision du gouvernement Harper d'aller en guerre, je pense que sa position de dire, écoutez, on était un pays qui était reconnu pour faire des missions de paix. Pourquoi on ne garde pas cette orientation, et on veut retourner à cette orientation, parce que le Canada, je pense que M. Harper nous a donné, n'est pas notre Canada qu'on a connu, et aussi d'aider les organismes d'aller chercher les populations au lieu de les provoquer. Pourquoi ne pas aider ces gens-là, finalement, au lieu de combattre la minorité, les extrémistes, finalement?
Donc, pour vous, c'est davantage quoi, le parti, ses idées, ses valeurs. Effectivement. Et le chef en est le porte-parole? Effectivement. Et ce que vous avez énoncé très clairement, on ne dévoile pas la plateforme électorale là, 1 an à l'avance. Je pense que c'est quelque chose, les gens deviennent beaucoup plus attentifs à ce moment-là pendant qu'on est en campagne électorale et je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit développer la plateforme électorale. Et moi, c'est ce que j'ai connu au provincial à l'époque, on a fait des élections en dernière campagne provinciale, donc le programme est dévoilé, les candidats de vedettes sont développés. Il y a un momentum pour une campagne électorale. Avez-vous de l'inquiétude à l'égard de la capacité à Justin Trudeau à leader un peu cette campagne électorale? Tom Mulcair a beaucoup d'expérience sur l'ajout parlementaire. M. Harper est premier ministre quand même depuis plusieurs années. Justin Trudeau est député, oui, n'a jamais été ministre en tant que tel. Donc là, il brigue le poste de premier ministre. Avez-vous des inquiétudes à l'égard de son leadership? Bien, regardez, il a réussi à travers toutes les tempêtes à garder son comté. Il a réussi à gagner la course à la chefferie. Je pense que ça démontre un leadership et je pense qu'il reste 1 an encore. Donc, il y a encore du temps pour que... il faut comprendre aussi que M. Trudeau ne se présente pas seul, il se présente avec une équipe. Et je pense qu'au Parti libéral, on a des gens aussi qui sont aguerris. Et pour vous, il faut laisser la chance aux coureurs? Effectivement. Je pense que c'est un renouveau que représente M. Trudeau et c'est ce que les Canadiens veulent et c'est ce que j'entends aussi. En terminant, si vous êtes élu, et là, évidemment, on aura l'occasion de se reparler durant la campagne électorale quand elle débutera, mais pour vous, au-delà du fait que, bon, ça fait 21 ans que le comté est dans l'opposition, c'est quoi la priorité des priorités dans le comté de Saint-Jean sur la scène fédérale? Bon, ce qu'il y a de symbolique, je pense, pour les gens, c'est le collège militaire, qu'on puisse aller chercher de la formation. Ça, c'en est un des dossiers. Les centres de recherche, Agriculture Canada. Donc, on a vu les coupures qui ont été faites. Donc, je pense que ça, c'est important d'aller chercher des sommes pour notre centre de recherche ici à Saint-Jean. Ça fait partie des priorités. Consolider l'aide pour la 35, que je suis à l'inauguration la semaine dernière. Et il ne faut pas oublier que c'est un dossier que j'avais piloté et que principalement, un des éléments qui a permis de démarrer rapidement ce dossier-là, ça a été l'aide fédérale, le Front frontalier. Donc, il faut consolider cette aide-là pour pouvoir terminer la 35. Il y a aussi le dossier des postes. Les gens s'attendent à ne pas voir disparaître complètement le service de poste. Vous resteriez surpris. Souvent, on dit, bon, maintenant, il y a l'Internet. Mais à faire la campagne électorale, rencontrer les gens, vous resteriez surpris du nombre de personnes qui ne possèdent même pas un ordinateur. C'est même pas qu'ils ne savent pas l'utiliser. Ou qui n'ont pas d'haute vitesse, qui n'ont pas haute vitesse, non, mais qui n'ont même pas l'appareil. Je suis resté surpris. Puis pas juste les personnes plus âgées, même chez les jeunes, ce n'est pas un besoin pour eux autres, ils n'en ont pas. Donc, dans notre monde, on est habitué à ça. Oui, dans le monde des urbains, pour nous, ça nous apparaît comme étant un acquis, mais dès qu'on s'éloigne un peu, je sais que soit que les gens n'ont pas d'ordinateur ou qu'ils n'ont pas d'Internet, ou sinon qu'ils n'ont pas de haute vitesse. Exactement. Donc, c'est un dossier que je pense qu'il est important d'assurer que les gens puissent avoir un minimum de services, peut-être pas, comme je vous dis, pas tel qu'il est aujourd'hui. Il y a un changement, il faut s'adapter au changement. Pas fâché que la 35 a été inaugurée. Non, loin de là. Écoutez, vous savez comment j'ai travaillé pour ce projet-là. Et de rencontrer le gouverneur du Vermont, avec qui j'avais réussi à faire passer une résolution que soit respectée l'entente entre le Québec et le Vermont pour finaliser la 35 qui datait de 1967. Quand même. M. Rio, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis, bonne année de pré-campagne et de campagne électorale. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on fait un peu le bilan de la saison touristique en Montérégie. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne.
On est à l'automne, même à l'approche quasiment de l'hiver, mais c'est le temps aussi de faire un peu le bilan de la saison touristique de l'été dernier, en fait, la saison touristique en Montérégie. Avec nous, sa directrice générale, Josée Julien. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Première question un peu simple, mais de quelle façon est-ce que vous récoltez les statistiques pour avoir un réel retour sur la saison touristique en tant que telle? Au niveau de l'hébergement, c'est les statistiques de Tourisme Québec. Donc, suite à la mise en place de la taxe sur l'hébergement, chaque hôtelier a à déclarer le pourcentage d'achalandage qu'ils ont. Alors, c'est des statistiques qui nous reviennent, là, qui sont un barème par rapport au nombre de nuitées là, qui se passent en région. Donc, c'est principalement l'hébergement, mais avez-vous également, est-ce que vous colligez d'autres statistiques auprès de vos membres? Oui, au niveau de l'hébergement, c'est via Tourisme Québec, donc les statistiques de Tourisme Québec. Puis au niveau de nos membres, on fait des bilans de saison. Ah oui. Donc, on fait des bilans de mi-saison, donc à qui on envoie des questionnaires, un sondage, et à la fin de la saison également, la même chose. Bon. Et vous avez combien de membres actifs en Montérégie? Ça peut représenter combien? Pour Tourisme Montérégie, 400 membres. Quand même. Oui. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations Oui, tout à fait. colligées. Oui, c'est ça. effectivement. Bon, on regarde le bilan qui, d'abord, est positif. Je présume donc que c'est un comparable avec l'année précédente? Oui, tout à fait. Donc, on parle d'une hausse de 12 en mai. On parle de hausse de 8 et de 6,5 pour juin et juillet. Puis là, vous nous avez donné le chiffre du mois d'août qui est de 5,6 À quoi peut-on attribuer? C'est quand même intéressant parce que de mai à août, il y a eu des hausses quand même assez substantielles. C'est quoi la manchette dans tout ça? C'est expliqué comment? Au niveau de l'hébergement, c'est sûr et certain que l'an dernier, la fermeture de l'Hôtel des Seigneurs avait Saint-Hyacinthe. effectivement, avait fait très mal à la région en termes au niveau de l'hébergement, au niveau de la performance. Alors, c'est sûr et certain que là, on rattrape comme les nuitées perdues. Alors, c'est ce qui donne. Et on a les événements Montréal qui ont un bon impact sur, particulièrement au Chiaga. Ah ouais? Oui, qui a un bon impact directement sur la région, même jusqu'à ici, là, jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y a des gens qui prennent des nuitées sur la rive sud de Montréal, Longueuil, Saint-Jean, pour des activités, des événements qui se tiennent à Montréal. Tout à fait, effectivement. Donc, Oui. il y a un impact, disons, de débordement, là, c'est Oui, ça? effectivement. Puis c'est sûr et certain que le reste va aller en fonction de la mise en place de stratégies là, marketing là, au niveau du tourisme d'affaires, des marchages. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les statistiques de l'été 2013 avaient été beaucoup impactées par la fermeture de l'Hôtel des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. Là, maintenant, du côté de Saint-Hyacinthe, évidemment, on en parle peu souvent ici, mais l'hébergement se fait de quelle façon maintenant là-bas? L'hébergement, bien, vous avez toujours encore Holiday Inn, le Dauphin. Et vous avez en ce moment, là, qui est encore latent, à savoir quelle portion et combien de nombre de chambres seront réouverts. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. L'Hôtel des Seigneurs est toujours fermé à Effectivement, oui. Donc, de quelle façon a-t-on récupéré cette répartition? C'est quoi? C'est les autres établissements qui, finalement, sont allés récupérer ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est tous les autres hôteliers qui sont allés récupérer. Oui, effectivement. Mais il y a eu quand même, au-delà de Saint-Hyacinthe, il y a eu quand même des hausses, je présume, dans la partie plus sud-ouest ou la partie Longueuil, la partie Saint-Jean? Oui, effectivement. Puis même au niveau de l'échelle provinciale, je vous dirais qu'il y a une hausse considérable entre le mois de mai et le mois d'août. Donc, j'ai regardé les statistiques juste avant de m'en venir. Là. Puis il y a une hausse considérable pour l'ensemble de la province. Donc, une hausse de l'hébergement pour l'ensemble de la province et ici, bien sûr, l'ensemble de la Montérégie comparé à l'année précédente, avec, entre autres, le phénomène de l'Hôtel des Seigneurs. Quel est maintenant le retour que vous avez de vos 400 membres, donc le fameux sondage auquel vous faites référence par rapport dans les musées, dans l'agrotourisme, dans les différentes activités, les événements. Donc, cette information que vous avez colligée, à quoi peut-on attribuer cette hausse également? Ce n'est pas une hausse constante au niveau de l'ensemble des attraits et des produits touristiques. C'est quand même très partagé. On a eu un début de saison quand même très difficile, donc tardif également, pluvieux, frais et froid. Alors, je vous dirais qu'aller jusqu'au mois de juillet, le début de saison était vraiment... on n'avait pas un bon bilan. Par contre, fin juillet, août et septembre, qui ont été des mois extraordinaires au niveau de la chaleur, a permis aux intervenants qui sont tributaires de la température de se rattraper. Donc, dont, entre autres, le Parc Safari au mois de juillet qui disait que c'était pathétique là, au niveau de son achalandage. Mais par contre, à août et septembre lui ont permis de récupérer, effectivement. Et je vous dis que c'est très partagé. Il y en a qui ont eu d'excellentes saisons, une excellente saison, puis d'autres qui disent que c'est moyen. Mais si on fait le bilan global, c'est quand même une bonne saison parce qu'ils ont quand même une hausse comparativement à l'an dernier.
Et l'an dernier, on ne s'en rappelle pas, mais est-ce qu'on avait eu une météo un peu chancelante L'an dernier, aussi? Ouais. non. L'an dernier, c'était une saison comparable, je vous dirais peut-être à 2009. Donc, une des belles années, c'était 2012. Là. 2012. Oui. Il a dû faire très, très beau, c'est ça? Effectivement. Donc, la météo, visiblement, a un impact majeur sur les attraits touristiques, là, sur vos intervenants. Là. Tout à fait. Oui, particulièrement ici en Montérégie, où toute la majorité des activités sont extérieures, à l'exception des musées. Les musées, quant à eux, ont connu une légère baisse. Par contre, vous voyez, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, lui, a connu une hausse de 33 d'augmentation cette année. Donc, comme je vous dis, c'était extrêmement partagé cette année. Bon, quand on parle des événements, il y a entre autres l'Expo de Saint-Hyacinthe qui a attiré 200 000 visiteurs. Vous avez le Festival de la Giblotte à Sorel-Tracy aussi. Vous avez évidemment l'International de Montgolfière, mais qui, lui, sur son 9 jours, a été vraiment très affecté par la météo. Ah oui, énormément. Non, pas les 3 premiers jours, c'était fantastique. Non, effectivement, mais à partir du mercredi... Les 6 derniers, c'était oui, à partir du mercredi, la température était vraiment... Dame Nature n'était vraiment pas là. Donc, il faisait froid, il pleuvait... Donc, c'est malheureux. Mais donc, les Montgolfières ont un impact aussi, je présume, dans les statistiques, parce que c'est un événement énormément. moteur. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Bon. C'est un des événements les majeurs de la région. Là. Donc, lui vient influer beaucoup les statistiques. Oui, vraiment, oui. Du côté de l'agrotourisme, la route des vins et tout ça, donc ça ressemblait à quoi? Ça a bien été. Écoutez, au niveau de l'achalandage, moi, j'ai des vignobles qui m'ont dit qu'il y avait une saison extraordinaire cette année. Bel achalandage. Ça a continué tout le mois de septembre, le mois d'octobre, avec la période des vendanges. La température, elle était présente, elle était clémente aussi. Il y a une grosse hausse aussi durant la fin de semaine de l'Action de grâce. Même au niveau des pommes, les vergers, très bel achalandage. Bon, puisqu'on parle de chiffres, parlons notamment de l'information que vous distribuez, notamment via les brochures. On dit 132 000 brochures de distribuer. Oui, donc, est-ce que c'est beaucoup? Écoutez, c'est beaucoup. Puis d'un autre côté, on a pris cette année quand même un virage plus web, donc vraiment des campagnes drive to web. Donc, il y a certaines campagnes pour lesquelles on a éliminé de l'imprimé, dont, entre autres, la campagne érable, la campagne sur les pommes, où on n'avait qu'un petit fascicule, mais qui n'était pas produit à 150 000 ou 200 000 exemplaires. Là. Donc, oui, c'est énormément. Puis, les deux plus populaires sont toujours le guide touristique et les pistes cyclables. Donc, vous dites que du mois de mai à septembre, les visites sur le site Internet ont augmenté de 15 donc passant de 182 à 209 000 visites uniques. Visites uniques. C'est beaucoup, c'est beaucoup de popularité pour un site Web. Là. Oui, effectivement. Mais comme je vous dis, je pense qu'avec une bonne campagne, on mise beaucoup sur une stratégie marketing drive to web. Donc, de plus en plus, on a pris un virage en 2014 qui est extrêmement axé là-dessus, puis qui est axé aussi en fonction de sites thématiques. Donc, et les sites thématiques ne sont pas compris là, dans l'achalandage. Vous parlez de quoi? De cyclotourisme, les escapades, la route des vins, la route des cidres? Effectivement. Ils sont partie intégrante du site principal parce que ce sont nos produits d'appel, donc nos produits spécifiques et nos produits forts. Par contre, en parallèle, quand on fait une campagne de promotion pour la campagne cyclotourisme, c'est masortievélo.com, donc sur lequel on va miser davantage. Donc, et les statistiques d'achalandage en ce moment n'incluent pas les sites thématiques, qui eux aussi sont en croissance. Ils sont tout jeunes, mais ils sont quand même en croissance. Là, je vous ai entendu dire à 2 reprises la stratégie Drive to Web. Moi, je sais ce que c'est. Je ne sais pas si la moyenne des gens qui nous regardent savent ce que c'est que du Drive to Web. Juste peut-être pour faire une figure de style, puis notamment, il y a le phénomène Facebook qui doit amener beaucoup de référencement. Vous avez à peu près 33 000 adeptes, des gens qui ont liké, qui ont cliqué « j'aime » sur votre page Facebook. Dans le fond, j'aime pas le terme hameçonnage, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens, prenons l'exemple, qui sont sur Facebook, on les accroche puis on les amène sur le site Web. Là. Oui, il y a ça aussi. C'est ça du Drive to Web aussi. Il y a ça aussi où il y a l'information, où on mise davantage au niveau de la stratégie et on a beau chercher une francisation pour le terme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou on fait une recherche sur Google. Effectivement. Et puis là, on voit un lien, puis là, on clique sur le lien, puis on arrive chez vous. Et voilà, c'est exactement. Et les campagnes de promotion, quand on parle, c'est vraiment axé sur le site Internet. Donc, on va inciter le consommateur à aller directement masortievélo.com, macabanasucre.com. Donc, vraiment, aller sur les sites thématiques. Je ne veux pas être trop technique, là, mais dans les taux de référencement, généralement, les gens qui atterrissent sur votre site, ils arrivent d'où? Ils arrivent de Google, ils arrivent de Facebook, ils arrivent de Twitter? Ils arrivent particulièrement, beaucoup en direct. Donc, directement, oui, directement. Donc, dans les 10 premiers titres de référencement. Google, exactement.
Et durant la saison d'été, beaucoup l'escapade estivale qui était Qui vous très amène du populaire, effectivement, et certains placements là, qu'on effectue via la presse plus ou la presse.ca. Bon, mais souhaitons bien sûr, parce que là, on est en fin d'année. Oui. Là, il y aura une nouvelle saison touristique, évidemment, qui va démarrer. Au travers de ça, juste peut-être une courte parenthèse, les Grands Prix du tourisme que les gens connaissaient, là, vous prenez une pause pour revoir un peu la stratégie de ce concours-là? Oui, effectivement. Le réseau des ATR du Québec ainsi que le ministère du Tourisme a décidé de prendre une pause. On était en réflexion sur la mise en place d'une nouvelle formule. Dans les dernières années, le gala était axé particulièrement au niveau des innovations. Donc, une entreprise qui venait de déposer un dossier l'année suivante, tu n'innoves pas pendant 5-6 ans. C'est clair. À un moment donné, le programme venait à perdre son souffle. Alors, on était en train de cogiter et dans tout le processus de cogitation et dans le fait aussi que le ministère est présentement en réflexion sur le modèle d'affaires de l'industrie touristique, bon, on s'est dit on va prendre un petit break d'1 an puis on va repartir ça l'année prochaine avec quelque chose d'encore plus stimulant pour les entrepreneurs. José Julien, merci beaucoup. Ça me fait grandement plaisir. Restez avec nous au retour, le Babière quotidien. Récemment, on a procédé au Salon des vins, édition 2014. Eh bien, finalement, voici le chiffre officiel. On a remis 71 000 à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Télé Bingo, 3 500 en prix, tous les dimanches matin à 9h30 en direct. À demain. Bye-bye.